En 1938, une équipe d'archéologues dirigée par un professeur chinois découvre des squelettes de petite taille et des disques de pierre gravés dans une langue inconnue dans les montagnes reculées de Bayan Karaoula. Ces artefacts suscitent de nombreuses spéculations et quand ils finissent par être compris, les autorités font tout pour étouffer l'affaire parce que la vérité serait, selon les rumeurs, beaucoup trop perturbante pour être révélée. Je suis tombé sur ce cas en faisant des recherches autour d'expéditions mystérieuses et vu la promesse de cette affaire, il n'en fallait pas plus pour avoir envie de creuser. Je vais aller dans les détails du cas en vous exposant tous les points de vue comme d'habitude pour décortiquer cette affaire et comprendre d'où elle vient. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Bienvenue, je suis Sylar et sur cette chaîne j'aime vous raconter des histoires extraordinaires qui touchent souvent à nos croyances. Et aujourd'hui, extraordinaire c'est vraiment le mot pour cette affaire. Voici l'histoire telle qu'on la raconte souvent. En 1938, une équipe d'archéologues dirigée par le professeur Chiputei, qui est lui aussi archéologue et très respecté à l'université de Pékin, se lance dans une expédition pour explorer les montagnes reculées de Bayan Karaoula qui se situent à la frontière du Tibet et de la Chine. Cette région est connue pour son terrain assez difficile d'accès et ses conditions météorologiques parfois extrêmes. Autant dire que rares sont les téméraires ou bien les têtes brûlées qui s'y aventurent et les légendes locales en font en toute logique un endroit mystérieux et assez peu exploré à l'époque. Après plusieurs jours de marche fatigante à travers des montagnes escarpées, l'équipe atteint une série de grottes vraiment très étranges. Ces grottes, creusées dans la roche, sont difficiles d'accès et semblent avoir été oubliées depuis des siècles. En progressant dans les grottes, les archéologues découvrent quelque chose de vraiment très surprenant, des rangées de tombes bien ordonnées. Ces tombes contiennent des squelettes qui mesurent environ 1,20 m de haut, ils ont des crânes très grands et leurs corps sont décrits comme vraiment très frêles. Pendant que les archéologues s'affairent à examiner les découvertes, l'un des membres de l'expédition remarque des disques de pierre assez inhabituels qui sont à moitié enterrés dans le sol de la grotte. Il en récupère un et l'examine, et là il constate que chaque disque mesure environ 30 cm de diamètre et possède un trou central parfaitement rond. Détail intéressant, il remarque que les disques sont gravés de fines rainures en spirale. Le professeur Chiputei examine les disques à la lumière de sa lampe torche et remarque que les rainures pourraient être des inscriptions ou bien des symboles gravés, mais vraiment gravés avec une précision surprenante pour une époque aussi ancienne a priori. Pour le moment, il ne sait pas de quand ces disques datent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça est vraiment très ancien. Alors, à l'aide de loupes, l'équipe observe les rainures qui semblent former de minuscules inscriptions, qui sont, à ce stade, en tout cas, incompréhensibles. Au total, l'équipe récupère 716 disques enfouis dans le sol, et comme si ça ne suffisait pas, les archéologues remarquent que les murs de la grotte sont recouverts de dessins mystérieux, des pictogrammes qui représentent des figures humanoïdes avec de grandes têtes et de petits corps, visiblement très similaires aux squelettes trouvés dans les tombes, et les dessins montrent également la lune, des étoiles, des objets célestes, le soleil qui se lève, et des petits points qui semblent descendre vers une planète qui ressemble à la Terre qui est dessinée. Ok, là on aurait presque l'impression d'entendre le début du film Prometheus. L'équipe est perplexe face à cette découverte et un membre de l'équipe suggère que les squelettes pourraient appartenir à une espèce inconnue de primates. Sauf que Chiputei rejette immédiatement cette hypothèse, il leur dit que des singes qui enterrent leurs congénères, a priori c'est du jamais vu. Donc face à cette situation, ils n'ont pas vraiment d'explication, et entre les archéologues, les rumeurs vont vraiment très vite. Les disques de pierre, les dessins au mur, il n'en faut pas plus pour évoquer une possible origine extraterrestre, et peut-être que la réponse se trouve justement gravée sur ces étranges disques. Évidemment, après une découverte pareille, l'équipe s'attend à de grandes avancées scientifiques dans leur domaine, mais l'heure est d'abord à l'analyse. Ils doivent examiner leurs découvertes et puis publier leurs résultats. Donc on est toujours en 1938 et à leur retour à Pékin, le professeur Chiputei et son équipe se heurtent à un mur de scepticisme au sein de la communauté académique chinoise. Les découvertes sont si extraordinaires qu'elles sont accueillies avec méfiance par leurs collègues qui jugent leurs spéculations vraiment très prématurées. Le temps passe, les disques de pierre sont entreposés à l'université de Pékin, où ils restent pratiquement intacts pendant près de 2 décennies. Alors évidemment, il y a bien plusieurs experts qui essayent de comprendre ce qui est écrit sur les disques, et à quoi est-ce que tout ça
auraient pu servir, hein, sauf que rien n'y fait, ils ne parviennent ni à les traduire, ni à savoir s'ils ont une fonction cachée ou inconnue. Ils découvrent cependant que les disques sont très anciens et datent, comme les corps découverts, d'environ 12 000 ans. Là, plusieurs décennies s'écoulent. En 1962, un autre professeur, le docteur Tsum Umnui, se lance dans l'étude de ces disques. Il est passionné par les curiosités archéologiques, donc il passe des années à travailler sur ces disques et à analyser les inscriptions. Et tenez-vous bien, il aurait réussi à comprendre ce que racontent ces disques. Alors accrochez-vous parce que ça part loin. Selon le docteur Tsum Umnui, les inscriptions racontent l'histoire d'un vaisseau spatial extraterrestre qui se serait écrasé dans les montagnes de Bayan Karaula il y a environ 12 000 ans. Les passagers de ce vaisseau, appelés les Dropa, auraient survécu à l'accident, mais auraient été incapables de réparer leur vaisseau pour retourner chez eux. Ces étranges inscriptions, ces espèces de hiéroglyphes racontent donc tout ça et décrivent les tentatives des Dropa pour communiquer avec les tribus locales, notamment la tribu Ham, une tribu troglodyte. Sauf que les habitants, effrayés par l'apparence des extraterrestres, les auraient attaqués. Mais au fil du temps, une forme de compréhension mutuelle se serait développée lorsque la tribu aurait fini par comprendre que les Dropa communiquaient en langage des signes. Voilà donc ce que raconteraient ces disques, ce serait le témoignage, le message d'une ancienne civilisation extraterrestre qui se serait écrasée sur Terre. Bien sûr, les conclusions du docteur Tsum Umnui sur ce que diraient ces disques provoquent une onde de choc. Elles sont jugées trop extraordinaires pour être crues. C'est un ramassis de bêtises pour ses opposants. L'Académie de préhistoire de Pékin refuse de publier ses travaux. Alors, furieux, le docteur quitte la Chine pour le Japon, où il passe ses dernières années en exil, sans jamais plus parler de ces disques aujourd'hui connus comme les disques Dropa. Selon certains, ces travaux confirmeraient la vieille légende qui circule sur Bayan Karaula, qui parle d'une tribu appelée les Dropa, décrite comme de petites créatures humanoïdes avec de grandes têtes qui, selon la légende, seraient venues des nuages et auraient trouvé refuge dans les grottes de la région il y a très longtemps. Mais ces travaux ne sont pas inutiles. En 1965, le professeur Chiputei et plusieurs de ses collègues obtiennent enfin l'autorisation de publier un rapport qui parle des disques et du contenu de leurs écritures. Ils détaillent les découvertes des disques, des tombes, mais également l'histoire racontée par les disques autour des Dropa qui se seraient donc écrasés sur Terre il y a 12 000 ans. Dans les années qui suivent, des recherches russes sont menées par le docteur Vyacheslav Zaïtsev, publiées dans le magazine Spoutnik, qui précise que le docteur a pu analyser des disques envoyés à Moscou pour analyse. Et les recherches russes précisent alors que les disques contiennent de grandes quantités de cobalt et d'autres substances métalliques, et que lorsqu'on les place sur une table qui tourne assez spéciale, eh bien les disques vibrent ou bourdonnent de manière assez inhabituelle, un peu comme si une charge électrique les traversait. Ça suggère donc, selon les scientifiques, que ces disques ont été exposés à des voltages extraordinairement élevés et qu'ils auraient pu faire partie d'une machine sophistiquée. On serait donc face à un OOPA, un Out of Place Artifact, un artefact anachronique. C'est une catégorie qui me fascine particulièrement tellement elle est remplie d'histoires assez extraordinaires. Attention, on verse complètement dans la pseudo-histoire en général avec ce genre de cas. Mais voilà, les années passent et les disques Dropa semblent bien faire partie de cette catégorie et semblent surtout avoir tout simplement disparu. Personne ne sait où ils sont passés ni ce que l'université en a fait. Des rumeurs parlent du gouvernement chinois qui aurait étouffé le cas pour s'accaparer les disques, les découvertes autour et leur potentielle technologie. En 1974, Ernst Wegerer, un ingénieur autrichien, visite le musée de Bampo et prétend avoir vu 2 disques correspondant aux descriptions des disques Dropa. Il photographie les disques que vous voyez là, mais ces photos sont de qualité honnêtement assez mauvaise et elles ne montrent pas clairement les détails des inscriptions. Pour ne pas arranger son témoignage, les disques disparaissent selon lui mystérieusement du musée un peu après sa visite, parce que personne n'arrive à vérifier son témoignage, mais selon lui, il les a bien vus, ils étaient bien là. Depuis, les années ne font que passer et cette affaire est de plus en plus populaire, notamment parce que Internet. Mais d'où est-ce qu'elle part, cette affaire exactement? C'est quoi la première source de ce cas? Normalement, c'est forcément une source chinoise, non? Eh bien non. C'est en 1938 qu'aurait eu lieu la prétendue découverte par le professeur Chiputei dans les montagnes de Bayan Karaula, avec ses fameux squelettes et les disques Dropa. Et la toute première trace écrite de ce récit date en fait du 9 février 1960 dans le journal russe Literaturnaya Gazeta, et cette trace écrite est un article qui raconte cette histoire et la découverte du professeur. Il est ensuite republié dans d'autres magazines russes, puis arrive à l'international, notamment en Europe de l'Ouest, par exemple en Allemagne en 1962, et ensuite il se répand dans le
le milieu ufologique de 1964 jusqu'à 1967, et cette affaire devient vraiment populaire quand, en janvier 1967, Vyacheslav Zaïtsev, désolé je dois sûrement écorcher son nom, republie l'histoire dans le magazine soviétique Sputnik, sous le titre « Visitors from Outer Space », les visiteurs venus d'ailleurs ou venus de l'espace. Et ce n'est pas fini puisque c'est dans les années 70 qu'elle est au pic de sa popularité, notamment grâce à la théorie des anciens astronautes qui est largement popularisée par plusieurs auteurs dont Robert Charroux ou encore Eric van Däniken. Alors pour vous l'expliquer très rapidement, le contexte culturel est vraiment important dans cette affaire, et dans les années 70, le sujet des objets volants non identifiés, mais également des extraterrestres qui ne sont pas nécessairement liés mais souvent amalgamés, deviennent très populaires, alimentés par des grands événements comme l'incident de Roswell ou encore le témoignage de Kenneth Arnold, ou encore toutes ces affaires liées à l'ufologie qui se multiplient d'année en année. On en a souvent parlé sur la chaîne, y compris de Van Däniken, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais cette affaire s'inscrit vraiment pile dans la théorie pseudo-scientifique des anciens astronautes, qui suggère que des extraterrestres auraient visité la Terre dans le passé et auraient influencé les civilisations humaines, allant parfois jusqu'à créer les religions que l'on connaît. D'ailleurs, Robert Charroux et Eric van Däniken parlent des Dropas et racontent cette histoire dans certains de leurs livres respectifs du début des années 70, et ils contribuent donc à faire connaître cette affaire, présentée comme authentique. Ensuite, un auteur français de science-fiction, Daniel Pierret, reprend cette histoire pour écrire son roman Les disques de Blem Kara en 1973. Son livre reprend les grandes lignes de l'histoire sur les Dropas, des extraterrestres venus il y a longtemps sur notre planète, et ensuite il invente toute une histoire par-dessus. On voit donc qu'au fil des années, l'histoire, d'abord racontée comme vraie, émerge dans un magazine russe, se répand en Union soviétique, puis dans des pays d'Europe de l'Ouest. Là, il inspire aussi des récits de fiction, et comme vous vous en doutez, l'histoire fait petit à petit le tour du monde. Sauf que factuellement, à part ces histoires racontées pour la première fois en 1962, donc 24 ans après l'expédition supposée du professeur chinois, eh bien on n'a pas de preuves concrètes. Pourtant, des preuves, ne serait-ce que écrites, devraient être faciles à retrouver si on se tourne du côté des sources universitaires et des enquêtes menées par les professeurs et archéologues chinois. Et bien le problème, c'est que les protagonistes, le professeur Chiputei ou encore le docteur Tsumumnui, sont tout simplement introuvables dans les archives, parce qu'ils n'existent pas. L'Académie de préhistoire de Beijing n'a aucune mention les concernant, pas de trace non plus des disques Dropas ou d'artefacts similaires, et en fait, si vous cherchez des sources sur cette affaire, en Chine, il n'y a absolument rien. C'est quand même cocasse pour une affaire censée se dérouler en Chine, et où donc les sources primaires avant d'arriver à l'international auraient dû circuler en Chine. Mais peu importe, on continue. En 1974, un certain Ernst Wegerer prétend photographier ces disques Dropas au musée de Banpo à Xi'an. Alors, arrivé à ce moment-là, c'est le premier élément qui fait office de preuve depuis le début de cette affaire, rapporté d'un média à l'autre. Ce seraient effectivement bien des disques, oui, mais pas ceux d'une civilisation venue d'ailleurs. Les enquêteurs tombent tous d'accord sur le fait qu'il s'agisse de disques bi, des artefacts de jade ou de néphrite de différentes tailles avec effectivement un trou central. Ils datent principalement du néolithique, vers 3000 avant Jésus-Christ, et ils étaient souvent trouvés dans des sites funéraires parce qu'ils étaient utiles au cours de cérémonies, ils étaient censés aider à aller dans l'au-delà. Alors contrairement à la description des disques Dropas, ces disques bi ne contiennent pas de rainures en spirale ni d'écriture quelconque. On a donc pris un artefact connu qui ressemble vaguement à la description des prétendus disques Dropas pour tenter de crédibiliser le récit autour avec une photo suffisamment de mauvaise qualité pour qu'on puisse dire bah oui mais c'est vraiment un disque Dropas, sauf qu'on ne voit pas les détails à cause de la qualité de la photo. On avance dans le temps. En 1978, un dernier livre achève de semer le flou dans toute cette histoire. Sun Gods in Exile de David Agamon prétend documenter une expédition de 1947 dirigée par le professeur Caril Robin Evans. Cette expédition aurait découvert une ancienne civilisation extraterrestre dans les montagnes de Bayan Karaula, et le professeur se serait même entretenu avec ces fameux Dropas, et le livre révèle lui aussi comment est-ce que d'étranges disques racontent l'ancienne venue des Dropas sur Terre. Et oui, ce livre reprend littéralement la première publication de l'affaire en Union soviétique et puise également dans le livre de science-fiction de Daniel Pierret, les disques de Blem Kara. David Agamon finit quand même des décennies plus tard par admettre que son livre est en fait une fiction. Il se confesse, il avoue que ça n'est pas une histoire vraie, et que le professeur Caril Robin Evans était simplement un personnage inventé, et il déclare s'être inspiré de ses lectures précédentes autour de cette mystérieuse mais hypothétique expédition.
Enfin, pour boucler la boucle, cette affaire apparue sans source et donc possiblement inventée dans un média soviétique, a refait surface en 1998 sous le titre « Le Roswell chinois ». Le cas est de nouveau raconté à l'identique avec les prétendus professeurs et archéologues chinois, ces mystérieux disques disparus dans la nature, et cette civilisation extraterrestre qui vivrait cachée dans les montagnes et qui nous aurait laissé une technologie avancée pour contacter des êtres venus d'ailleurs. L'histoire continue d'être racontée jusqu'à aujourd'hui, avec parfois quelques variations. La chronologie et le fil des sources permettent de retracer les origines de l'affaire et voir comment elle s'est transformée au fil des années en fonction de qui la reprenait pour la re-raconter à sa sauce. Et cela fait des décennies que des ufologues, y compris francophones, ont démystifié cette affaire, ce n'est pas nouveau, sauf qu'en tant qu'histoire, je trouve que c'est vraiment un super récit que j'avais envie de vous raconter. Bien sûr, le fait que ce cas soit manifestement un canular qui continue de bien se raconter, parce que l'histoire est efficace, n'invalide pas tous les cas de l'ufologie, et ce n'est pas ce que je dis. J'insiste un peu sur ce fait parce que des fois, des gens commentent pour me dire que je prends volontairement un cas bidonné pour discréditer l'ensemble des cas, sauf que ma démarche est explicitée à chaque début de vidéo. Je suis un curieux passionné par les mystères fortéens, j'aime vous raconter ces histoires, mais puisque vous êtes jeune et moins jeune, parfois en famille à regarder ces vidéos et que je touche un public très différents, vous êtes tous très différents, eh bien c'est important que vous sachiez d'où viennent les informations, c'est important que vous sachiez ce qui est crédible et ce qui l'est moins, pour ensuite choisir ce que vous décidez de croire, bon ça vous regarde. Et d'ailleurs, si des sujets d'ufologie plus crédibles vous intéressent, j'en fais de temps en temps, je vous conseille notamment ma trilogie brésilienne, ou encore celle sur les ovnis aux États-Unis que j'ai faite en janvier, si jamais vous voulez m'entendre parler de cas que je trouve vraiment crédibles et bizarres, avec en bonus des interviews de personnes expertes, passionnées et vraiment intéressantes à écouter. Pour le côté enquête, je salue notamment le projet Luxorion ou encore le site RR0, pleine d'informations qui m'ont permis de faire la synthèse sur ce cas, mais j'ai également d'autres sources et études anglophones disponibles si jamais ça vous intéresse en description. Enfin, et ça assez rare que je vous demande ça, mais soyez au rendez-vous la semaine prochaine, je vais publier une énorme enquête sur un cas assez sulfureux. C'est pas impossible que la vidéo soit un peu invisibilisée par l'algorithme parce qu'on va vraiment mettre les deux pieds dans le plat, donc je compte d'avance sur votre soutien et évidemment je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce cas-ci. J'espère qu'il vous a diverti, passionné comme il a pu me passionner. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, du contenu sort régulièrement. Enfin, spectateurs de passage, abonnés ou membres, merci, vous contribuez toutes et tous à faire vivre cette chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous donc au week-end prochain, et d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, au revoir.